Ça va être un panel un peu spécial parce qu'on va être en Franglish, un peu en français, un peu en anglais. Zoe came from London today, so we are very happy to have the Body Shop EMEA with us, and I think she's going to start with very interesting information and figures about what the Body Shop is trying to achieve. Donc voilà, on aura The Body Shop qui va nous présenter un certain nombre de chiffres et un tout petit peu où ils en sont au niveau de leur stratégie. Puis après, on discutera avec effectivement Morgane et Gala de tout ce qui peut se passer quand on est effectivement dans le business de la mode, de la beauté sur le digital. On se dit toujours c'est des vieilles industries et finalement on se rend compte que oui, ils ont peut-être un peu loin à démarrer, mais aujourd'hui je crois et dans les médias et dans la mode, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Zoé, maybe I'm going to let you start with a few slides about what's going on with the Body Shop. Okay, great. Thank you for having me. As Emmanuel said, I oversee digital at The Body Shop. I am in an international role. I report to Loic Lasny, who oversees e-commerce and digital. But part of our function is to create best practices as well as creative assets and then distribute them to all of our markets worldwide to activate and engage consumers online, in-store, and in e-commerce. So The Body Shop is a unique business model within the L'Oréal Group. We have roughly 2,400 stores in 61 countries. We're e-commerce enabled in 22 markets, the number one e-commerce brand within the L'Oréal Group. We have 3 priority focus areas in digital at an international level. And as I mentioned, we oversee the brand, the governance of the brand at an international level, but again, work with the markets to facilitate the strategy as well as how we will drive engagement with consumers. So our main 3 areas are focused around content creation, and that is the name of the game right now as a means to engage consumers and provide them with value as part of their shopping experience with you online and in store. We don't want to just create content for the sake of creating content, so we want it to be insightfully driven, and that's part of what I'll just touch on briefly. As part of the content creation, we have to make sure that when we distribute the content, we put the customer first. So you put the customer first when you're building the content, and then you put the customer first when you're distributing the content. And last but not least, as part of the distribution strategy, we need to ensure that we're everywhere the customer is, and it is all about connectivity when it comes to consumers, especially with our core demographic, which is Gen Y. So just really quickly, I'll talk to you a bit about what we're doing in each of these areas. From an insight creation perspective, part of what Loic and I did very recently was commission a third party to do a social listening study across our brand. It was English-speaking across both of our largest English-speaking markets, which is the UK and US. But we wanted to understand the sentiment of what was going on behind our brand. So overall, we saw roughly 419,000 posts within a given year period. We think that volume is low, given all that we're doing in market, and also compared to our competitors. So we know just from the start, we have worked to improve how consumers are talking about our brand. From there, we sort of segmented the data because we wanted to have a deeper understanding of what consumers are actually saying. So we understood the negative post, which was roughly about 4%, as well as values. Our USP as an ethical beauty brand is our values, and only 9% of the conversations that are going on about our brand are about values, so we know we have work to do there. Last but not least, we want to take this data, and as the woman at LVMH said, start to siphon off this data to the brand so they can create actionable plans. So the next step is to meet with all the category heads. Body butter, again, they're doing great. That's a staple for our category. But when you look at cosmetics and fragrance, we can see where there's definitely room to grow. And so how do we go and create content to engage consumers to start to get an uptick in conversations, but also get an uptick in engagement? So once we have more data, again, our goal is to create a content pipeline. And part of that pipeline is to create content that's engaging and shareable, every brand's dream, to create solution-oriented content, and then create content to drive sales.
So again, the goal is not just to have data for the sake of having data, but to have data to convert it into actionable content for consumers, and then also hopefully drive better creation of products by listening to what our consumers are also saying. As part of customer-centric distribution, we just want to understand, everyone's seen this model, but when I've asked a couple of people to fill in the blank up top, you'd be very surprised at the answer that I've received. At the end of the day, our approach to engaging with consumers once we have our new content model will be to begin and end with the customer. And this is nothing that we've come up with. This is part of the McKinsey consumer decision journey. But what it's about is making sure that at all touch points of the customer making a decision on whether or not to buy your brand, that you have meaningful content at every stage of the process to make sure that you're able to drive a meaningful conversation with them, and that they're also able to have input on your brand, your story, and the product. Last but not least, but what we think is most important, and what's a core priority for both Loic and I, is to make sure that all of our core digital channels are integrated under a single marketing strategy to truly drive a multi-channel connection with our consumers. So first and foremost, as part of me now working on the team, we've developed a holistic digital strategy across these touch points. And the goal, again, is to make sure that we're building content to reach all of the consumers at every stage of the decision journey, but then also making sure we're active in those channels. So every market should have a mobile site, a YouTube channel, social channels, and be live on the key social channels, and then making sure that, again, we're following them throughout their decision journey and monitoring and optimizing as we go along. So that's just a brief snapshot of some of the things that we're working on, our main core priorities, and I look forward to talking about it further on the panel. Thank you. So it looks pretty clear. At least you know where you are going. Maybe now we move to Morgane. Morgane, I don't know if you do it in French or in English, because I know that you are looking towards the US right now. Oui, on va peut-être parler en français, non? Je pense que c'est comme vous voulez. Hein, mais... En tout cas, ça fait très classe. Je trouve ça très élégant de parler anglais. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, moi, je vais parler. Je pense que pour être complémentaire avec ce qu'on vient d'entendre, je vais peut-être parler plutôt du côté business. Ça va être peut-être un équilibre avant de parler exactement. Non, mais je pense que oui, c'est vrai que et je peux représenter ici, c'est vrai que le digital en tant que business, c'est une vraie réalité chez Morgane. On fait plus de 10% du chiffre d'affaires sur le net. Ce qui est un élément très important pour nous, mais c'est aussi un levier de croissance à l'international, une vraie opportunité de se développer à l'international en utilisant des partenaires très forts, à la fois sur le clic et puis bien sûr sur le mortar, nous permet d'adresser des territoires très facilement, très rapidement, et donc de pouvoir se concentrer du côté de la marque, bien sûr sur le produit, sur la marque, sur son positionnement et la force de l'offre par rapport à un environnement concurrentiel qui peut, par exemple comme aux États-Unis, être très très compliqué. Et le digital nous permet effectivement de pouvoir nous développer. Alors c'est vrai qu'on parle de grands sites comme Amazon, comme Zalando, etc. Mais c'est vrai qu'en France, par exemple, on est présent sur Spartoo, sur Amazon, sur Brandalais, sur Zalando, sur 3 Suisses, La Redoute. Et c'est sûr que chaque territoire, on évalue les partenaires potentiels. En Russie, par exemple, entre La Moda, Elos, La Redoute, etc. Et on utilise ces partenaires pour apprendre, avec toute humilité, la distribution, l'environnement de distribution, mais aussi la cliente. Je pense que quand on est une entreprise française, on ne maîtrise pas forcément tous les marchés. Et même une fois que vous apprenez un marché, vous mettez vous embauchez pour construire vraiment une connaissance du marché. C'est toujours très intéressant d'avoir des relais locaux qui vont vous assister sur le meilleur interfaçage, non seulement de votre offre, mais aussi de votre entreprise par rapport à ces marchés. Voilà, donc une vraie réalité, non seulement dans le business français, je parle français, donc business français, mais aussi un potentiel énorme de développement à l'international. L'autre point, c'est la partie cross-canal. Je sais que le combat du digital, en ce qui concerne Morgane, en tout cas, nous, on pense qu'on a fait le job, voilà, sur la partie, en tout cas, classique. On peut toujours optimiser, mais l'optimisation ne va pas nous ramener des dizaines de millions d'euros. En revanche, on est convaincu que la digitalisation du point de vente
va nous permettre de supprimer ce qu'on appelle des catégories. Vous savez que dans chaque magasin, vous avez des catégories de produits. Aujourd'hui, le cross-canal nous permet d'arrêter, d'enlever toutes ces barrières de catégories dans les magasins, afin d'aller finalement dans ce que la cliente attend, c'est un contact avec la marque. C'est-à-dire que vous allez dans un magasin aujourd'hui, le magasin peut vous répondre en tant que magasin ou en tant que représentant de la marque. Et c'est vrai que beaucoup d'enseignes aujourd'hui parlent au nom de leur étagère. Ils disent, voilà, ce produit, on l'a pas chez nous, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne pourra plus entendre dans quelques années. Parce que quelque part, quand vous venez chez Morgane, vous venez pas dans le magasin Morgane, vous venez chez Morgane. Donc un magasin des Champs-Élysées qui va avoir 600 mètres carrés, quand vous allez dans un petit corner du Printemps à Toulouse, la cliente va attendre à recevoir le produit ou à voir, ou pouvoir en tout cas le commander, le produit qu'elle a vu sur le net, ce qui représente l'offre la plus large. Et on ne pourra pas répondre, désolé madame, on l'a pas, parce que c'est le point de contact, c'est la marque. Donc on doit mettre en place tous ces outils qui nous permettent d'avoir une approche très fluide de contact avec la marque et donc de disparition de tous ces silos. Et mine de rien, au début c'est du blabla, alors ensuite vous mettez des projets, vous mettez des outils, vous déployez, et ce blabla se transforme en business. Et quand vous commencez à faire des vraies projections de business, vous voyez qu'on est peut-être assis sur ce qu'on appelait l'e-commerce avant, et que quand on commence à faire des projections, on voit que, si je dis 4 ans, je suis peut-être un peu ambitieux, mais je pense que dans 5 ans, on peut imaginer sur la partie, je parle succursale, donc de votre site propre, pas de la distribution, vous pouvez avoir des partenaires, mais de pouvoir dépasser le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser par l'intermédiaire du cross-canal, de celui de votre site actuel. Voilà. Donc voilà, international, cross-canal. Juste une petite question avant de passer la parole à Gala. J'ai entendu dire qu'effectivement, chez pas mal de marques, ils ont un espèce de monsieur digital ou madame digital, et puis c'est un peu, quand il y a un sujet digital, on lui renvoie. J'ai l'impression que chez vous, ça a été de plus en plus intégré maintenant au niveau même des différents métiers. Je me trompe ou... Alors c'était le deal de départ. En fait, je suis arrivé moi, en tant que consultant pour la marque. Et j'avais dit justement en 2009 en rentrant, j'ai dit si je suis toujours dans la société dans 3 ans, c'est que j'aurais pas fait mon job. Donc je suis toujours dans la société. Tu as essayé de te virer en fait. Et donc ça signifie que finalement j'ai pas le même job. C'est que maintenant je m'occupe effectivement de la distribution. Et d'ailleurs mes équipes internet ne sont plus e-commerce. Ils sont e-commerce et cross-canal. Et pour eux le e-commerce c'est quelque chose qu'ils doivent maintenir, alors que le cross-canal ils doivent le développer. Je parlais de l'exemple tout à l'heure de ces assortiments magasins. Vous avez un petit corner du Printemps, par exemple, de Toulouse. Je vais reprendre cet exemple-là. Je vais reprendre Galeries Lafayette à Nice, histoire d'équilibrer un petit peu le discours sur les partenaires. Une pièce qui va être commandée par une cliente. Cette pièce-là, vous imaginez que dans un modèle de distribution, vous devez penser à l'acheter, parce que ce sont des produits que vous devez imaginer acheter. Et personne n'y pense aujourd'hui à acheter ces produits-là, donc c'est pas budgété, donc ça rentre pas dans des plans, donc ça rentre pas dans tout ce que l'on pourra reporter au niveau financier et dans globalement le succès de demain de votre entreprise, comme l'était finalement l'e-commerce il y a 10 ans. Donc je pense que c'est très important que ces personnes qui étaient en charge tout à l'heure, il y a quelques années de l'e-commerce, prennent ce dossier qui est au milieu de la table et voilà. Donc la communication s'est digitalisée. Maintenant, on sait faire un plan média 360 avec vraiment du social et vraiment des médias. Les bannières reviennent et tout. Il y a plein de choses sympas. Le marketing opérationnel s'est aussi digitalisé. On commence à faire un plan marketing aussi par rapport à nos sites internet. Et on contacte nos partenaires, je sais pas, Amazon par exemple, on les appelle lorsqu'on fait une opération commerciale magasin. Donc on appelle tous les jours nos partenaires pour pousser la marque, parce que sinon on n'émerge pas. Et le CRM, c'est un CRM. C'est vrai qu'au début on a commencé le CRM sur le web, mais ensuite on a mis ça sur la table du comité de direction pour dire, il faut maintenant que quelqu'un prenne ça. Demain c'est l'expérience de consommation, quelqu'un en charge de l'expérience de consommation, etc. Ce qui fait que quelque part, moi j'ai plus personne vraiment qui est en charge d'internet chez Morgane. Merci, super intéressant Frédéric. Alors, effectivement, chez Gala, chez Prisma, on a tous plein de questions parce qu'on connaît tous le magazine, on connaît tous le papier. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses en digital et puis il y a aussi beaucoup d'événements. Donc comment ça se passe finalement, la place du digital aujourd'hui pour une marque comme Gala ?
Alors avant toute chose, déjà je voudrais rebondir sur ce que disait Frédéric, effectivement préciser quand même quelque chose, c'est que sur Gala, nous on est avant tout une marque de contenu et le business model est un petit peu différent en fait. Nous, on a un business model publicitaire essentiellement sur le digital aujourd'hui et voilà. En fait aujourd'hui, pour répondre à ta question, on se pose plus vraiment ce problème-là de se dire bon, est-ce qu'on est print, est-ce qu'on est web? En fait aujourd'hui, cette question était encore d'actualité il y a, je dirais, 5-6 ans. Et aujourd'hui, moi je gère le marketing de la marque Gala. On gère vraiment cette marque comme une marque globale. Avant tout, on est une marque de contenu. Donc on a du contenu émotionnel. On a un rôle de raconter des contes de fées modernes, de entrer dans l'intimité des stars, de proposer un entre-soi féminin aux femmes qui souhaitent être en intimité, dans un cadre d'intimité avec les stars. Le digital permet très bien ces choses-là. En particulier, je vois, on est partenaire privilégié du Festival de Cannes. En fait, on édite une édition qui est le Gala Croisette, qui est un magazine quotidien donc, sur Cannes, pendant le Festival de Cannes. Et on a donc tous les jours Gala Croisette l'émission, donc présentée par Mathias Glutter. Donc il n'a pas pu venir en fait pour des raisons de bouclage. Il s'en excuse. De la vidéo, carrément. De la vidéo. Donc de la vidéo, des moments de coulisses en fait. Donc on a là sur le print la montée des marches, donc vraiment le moment sublimé, aspirationnel, la beauté, la mode dans le cadre du red carpet. Et on va aller sur le digital chercher plus d'émotions intimes. Et on va être plus dans un luxe authentique, alors que sur le red carpet, on va être plus dans un luxe aspirationnel. Et ce moment intime, par exemple, je sais pas, avec Inès de la Fressange, on peut avoir des petites confidences sur sa vie à Cannes. Ça intéresse beaucoup nos lectrices, la façon dont elle se met en beauté avant de monter les marches, la façon dont elle travaille avec L'Oréal, son rapport à sa féminité. Enfin, il y a vraiment plein de choses à dire autour des personnalités. Alors finalement, passer un petit peu de écrire des articles à faire du multimédia, de la vidéo, du web, du digital, comment ça se passe au niveau des équipes? C'est tout intégré? C'est les mêmes. En fait, on a donc c'est la même équipe, hein, c'est une même rédaction. Donc c'est une vraie volonté aussi du rédacteur en chef Mathias Gürtler de vouloir faire en sorte que le contenu soit complètement et print et digital et réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui, on est présent sur tous les réseaux sociaux et on est présent via le site web et également via le print. Un journaliste va aujourd'hui aller interviewer une star. Donc on va être dans un moment d'intimité avec cette star, dans un moment de confidence. Qu'est-ce qu'on va avoir? À ce moment-là, tout de suite, le journaliste va par exemple tweeter une photo intime avec cette star ou raconter une petite anecdote sur Twitter de ce qui s'est passé. On va proposer aussi du contenu exclusif sur Facebook, éventuellement une autre photo qu'on ne trouvera pas sur Twitter. On essaye beaucoup de se diversifier aussi dans ce qu'on propose à nos lecteurs sur le contenu. Et puis, bien sûr, l'interview va se retrouver dans le journal quelques jours, voire quelques semaines après. Et sur le site web, on va retrouver la vidéo complète en fait, de l'interview. Donc voilà comment on module, en fait, comment on pilote notre contenu. Et on propose du coup toute une palette émotionnelle à nos lectrices qui sont ravis de pouvoir suivre de A à Z leurs stars préférées. Donc c'est vrai qu'effectivement, par rapport à l'image que des fois on a, un peu caricaturale, c'est vraiment des nouvelles façons de faire. Et j'imagine qu'il il y a une formation Twitter pour tous les journalistes quand ils arrivent à la rédaction. Complètement. Donc même les journalistes en fait qui sont là depuis très longtemps à Gala sont devenus Twitter addicts en fait, mais de par aussi le lien qu'on a avec nos lecteurs, il y a vraiment une volonté en fait à Gala d'être en fait le médiateur sain entre les stars et les lecteurs. Et chaque journaliste en fait qui lui a accès au monde des stars, va vraiment endosser ce rôle de médiateur sain entre les stars et les lecteurs. Donc les médias sociaux se prêtent particulièrement bien à ce lien en fait. Bon, impressionnant. Ezoe, if we come back to you in English, you show like a real roadmap, and how do you move like so many shops, so many colleagues, so many people, so many nationalities? How do you get everybody on board towards digital? I guess for some of them, there are a salesperson in the shop. So how do you get everybody together, moving in the same direction?
For a global brand like ours, it definitely doesn't happen overnight. First, you have to understand, without alienating markets or holding certain markets back, but you almost have to section off markets based on strengths. So one of the first things that we did is we looked at markets that were stronger and put them into sort of a tier 1 category, and we know that they're going to move the digital agenda a lot further. They're probably going to be the markets that test things first, they're probably going to be the markets that we get the most learnings from, and then you cascade. I don't think it's every child in the pool all at once. You definitely, again, have to have a phased approach when you're trying to learn things. As far as our overall digital ambition, again, as I mentioned, we're part of the L'Oréal Group, and one of Jean-Paul Legon's main focuses is digital. So based on that, our ambition as a brand, and just knowing, again, we are definitely a unique business model within the group. We have the capacity to be fully multi-channel, given the fact that we have our own direct relationship with consumers. Therefore, we have our own internal desire to be fully digital end-to-end as a brand. But then again, being part of the L'Oréal Group helps purport that ambition even stronger. And in terms of return on investment, because yes, it's an investment, like tools, platforms, training. So how do you measure, how do you keep track on everything? Do you have a global international dashboard? Like, how does it work? For e-commerce, again, which Loic oversees, we understand all that data. So unlike a lot of other brands within the group, we know product out, dollars in. Same thing at shelf, again, because we have our own brick and mortar stores, which is a model that is very different for a lot of retailers that rely on other people to distribute their products. So ROI, we're actually able to see. Part of what we're tasked with as we're revolutionizing all markets, all brands under the digital umbrella is to look at other KPIs. Not all assets are necessarily built to deliver ROI. Sometimes when you're going to build content that, again, going back to the consumer decision journey, that's built to have a consumer engage with your brand, there's no immediate ROI to be gained. So you look at things like lifetime value, you bring the customer in the door, you build a piece of content. What is the actual ultimate definition of success for that piece of content? Might not be ROI, it might look at return on engagement, cost per video view if it's a video view asset, shares if you're looking at something from a social function. So again, getting back to my point, part of what our digital and e-commerce team is tasked with is rolling out a standard definition of KPIs, what defines success based on what tactic you're doing versus having everything be ROI because that's not a reality for a lot of brands, especially when you're going through repositioning of your brand in the marketplace and just trying to get consumers to consider you again. And a last question. Everybody knows The Body Shop is a lot about, a lot of causes. Your founder, when she started the company, she was a lot about fighting against animal testing or promoting like civil rights and a lot of, I would say, causes. So is it an asset? Because I guess, people are more engaged into a cause than into only a beauty product. So how do you engage with them about that? It's not necessary. It is definitely the foundation, and what Anita Roddick built the brand on were 5 key values. So everything from human rights to community fair trade to activating self-esteem. But I'll be honest, sitting here, we don't own those values. If you look at the #1 brand right now that owns self-esteem, it's Dove, without a doubt. As much as it makes me cringe to say it, it definitely is Dove. But our USP are our values. It also is the ethical way we make our products, the way we mobilize communities by sourcing our ingredients. Those are all stories that we own and that we can tell. So part of our storytelling, and again, part of the social listening analysis that we did is to understand, are consumers even aware of some of these values? Are consumers aware of these stories? And the answer right now is no. So we have a lot of work that we need to do. And that's why using data to inform our priorities for making content is very important because we know, based on the slide that I initially showed, that roughly only 9% of all of the mentions in the social ecosystem are about our values, and that's our USP.
So that is one of our key priority areas coming out of our content roadmap, and that's what we'll work with the markets to help facilitate as an engagement point with consumers. Thank you. Et donc chez Gala, si on parle là, ROI, c'est un petit peu différent. Effectivement, on n'est pas des produits, mais alors c'est quoi? Il y a des primes si on a des tweets qui sont plus retweetés sur ces articles. Comment ça se passe? Comment vous mesurez déjà l'impact ou l'écho de ce que vous publiez, puis vous incentivez, enfin en tout cas vous partagez ça avec vos équipes, ou finalement vous regardez ça de pas plus près que ça? Sur les réseaux sociaux, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. On sait immédiatement si on est partagé ou pas. Et si, on le sait, mais est-ce qu'après on le partage et est-ce que derrière on l'incentive d'une certaine manière avec les alors, équipes? Non. Alors peut-être que la rédaction de Gala est un cas d'exception. Non, franchement. On ne paye pas plus les journalistes pour faire du web, si c'est ça la question. Non, mais il n'y a pas de concours de clout, de concours d'influence entre les journalistes, entre les rédacteurs. Non, on pourrait, mais non. Même si, effectivement, donc aujourd'hui, nos contenus sur le digital, en tout cas le site gala.fr est rentable, voire très rentable. Donc il y a un vrai sens business derrière tout ça. En fait, on a un système qui est assez participatif à la rédaction de Gala. Je pense que les journalistes ont vraiment compris leur intérêt aussi de penser le contenu comme étant simplement du contenu. Et il y a un moment, le contenu est liquide, il se retrouve partout. Et le web reste finalement un outil et c'est quand même le contenu et la relation. Tellement légitime pour la marque, du coup ça devient naturel. C'est peut-être moins naturel pour d'autres marques. Bravo. Et alors chez Morgan, évidemment, e-commerce, donc on imagine ROI, j'imagine que tu suis ça de très près, même sur l'omnicanal, avec des challenges que ça, parce que j'imagine tous les outils, toutes les plateformes ne sont pas toujours disponibles ou ne sont pas encore matures. Oui, c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, il y a un des grands changements dans les outils. Et c'est vrai que les ERP, comme on dit vulgairement, sont pas forcément toujours taillés pour pouvoir faire de l'Internet. Si c'est effectivement ça la question, je te rejoins tout à fait. Connecter les caisses des magasins. Exactement. Et il y a un élément qui est peut-être important, un peu nouveau, en tout cas à partager, peut-être qui n'est pas forcément... c'est que c'est vrai quand on pense nouveau système d'information pour répondre à la problématique digitale, on pense souvent à ce canal de promotion, vente et distribution qu'est le web, mais pas forcément à l'interfaçage éventuel avec des partenaires qui vont faire du web pour vous demain ailleurs. C'est-à-dire qu'un ERP n'est pas là que pour vous faire plaisir à vous, mais il est aussi là pour faire plaisir à des gens qui vont travailler avec vous. Et donc il faut toujours penser l'interfaçage avec les autres en même temps que de faire grandir son système d'information pour qu'il soit omnicanal. Et c'est vrai qu'un des points qui est très important, c'est de faire évoluer le magasin. Et on se retrouve, c'est vrai, à redéfinir assez rapidement la caisse. Nous, on est là aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... Sur la partie cross-canal, on a effectivement du click and collect qui représente à peu près 30% des colis sont envoyés Internet sont envoyés en magasin. On a des pics à 40%, donc pour vous dire vraiment, c'est une grosse masse des colis, des commandes Internet qui sont envoyées en magasin. Sur la partie qui est la réservation, on a 25% du parc qui reçoit des coups de fil tous les jours de demandes de réservation, car depuis janvier, on affiche le stock de tous les magasins sur le site internet, donc vous avez la possibilité, si vous êtes en train de regarder une petite robe que vous trouvez sympa, de venir l'acheter tout de suite en magasin, hein, le fameux achat d'impulsion qu'on a voulu remettre sur le net, donc deuxième axe qui était très important, et ça avance. Et le troisième étape, c'est effectivement plutôt que du web to store, le web in store et les tablettes qu'on a mis en place. Alors tablettes, c'est pareil, il y a toutes les discussions, c'est un tablette, c'est pas le mobile, c'est pas le machin. Je pense que le temps de réfléchir à tout ça, de toute façon on sera passé à autre chose. Donc nous on a mis d'abord une tablette qu'on a fixée, c'est pour que qu'elle soit pas volée déjà à la base. Et puis ensuite elle sera mobile, et puis ensuite la tablette disparaîtra et ça sera votre mobile. Enfin voilà, c'est des étapes. Et c'est vrai que cette tablette qui permet effectivement de faire des livraisons en boutique de produits qui sont hors assortiment pour casser ces fameuses ruptures d'assortiment dont je parlais tout à l'heure. Quelque part,
ça pousse au changement total de la méthode d'encaissement. Et on se rapproche nettement plus des modèles de type Apple, où vous avez votre vendeur qui ne va pas vous quitter jusqu'à l'encaissement. Effectivement, les caisses traditionnelles avec les files d'attente et puis les grosses boîtes, etc., c'est vrai, c'est pas dire que c'est voué à disparaître, mais en tout cas, il va y avoir, je pense, quelques changements dans le retail, même dans la mode, pour accompagner justement à cette digitalisation du point de vente. Merci beaucoup à tous les trois. Thanks a lot. It was a pleasure. Et merci. Évidemment, je pense que je serai encore là quelques minutes pour ceux qui auront encore des questions à vous poser en direct. Voilà. Merci. Thank you. Merci. Merci beaucoup.